Pendant des décennies, le monde entier a cru à l'une des plus grandes illusions jamais vendues. Une illusion enveloppée de luxe, de champagne, de prestige et d'images parfaites. Cette illusion porte un nom, Monaco. Pour la plupart des gens, l'image est toujours la même. Des voitures de sport qui brillent sous le soleil de la Méditerranée. Des yachts gigantesques alignés dans le port. Des milliardaires qui dégustent un dîner face à la mer. Des pilotes de Formule 1 qui traversent les rues étroites de Monte-Carlo sous les regards admiratifs des spectateurs. Des hôtels luxueux, des boutiques prestigieuses et une vie qui semble parfaite. Au fil du temps, Monaco a cessé d'être perçu comme un simple pays. Il est devenu un symbole. Pour des millions de personnes, il représente le sommet absolu de la réussite. L'endroit où l'on arrive après avoir gagné la partie. Un refuge réservé aux plus riches, loin des problèmes du reste du monde. Mais derrière cette image de rêve se cache une réalité beaucoup moins séduisante. Monaco n'est pas un paradis méditerranéen paisible. C'est un minuscule territoire coincé entre la montagne et la mer, recouvert de béton et saturé d'immeubles. Le pays est plus petit que de nombreux parcs urbains, pourtant il accueille des milliers de personnes venues protéger des fortunes colossales derrière des adresses prestigieuses et des comptes bancaires privés. L'air n'évoque pas toujours la liberté ou les vacances. Il sent souvent le trafic, les gaz d'échappement, les travaux permanents et une forme de tension difficile à ignorer. Les yachts sont serrés les uns contre les autres dans le port. Les Ferrari et les Lamborghini avancent lentement dans des embouteillages quotidiens. De nouvelles tours surgissent partout parce qu'il reste presque plus aucun espace libre. Chaque mètre carré paraît coûteux, contrôlé et artificiel. Et la plupart des habitants ne sont pas venus ici pour la culture, la tranquillité ou la beauté des paysages. Ils sont venus pour une raison beaucoup plus simple, l'argent. Ou plus précisément, la protection de leur argent. C'est ce qui donne à Monaco son atmosphère particulière. Le pays ressemble moins à une communauté qu'à un immense coffre-fort à ciel ouvert. Un refuge financier ultra sécurisé, où certaines des personnes les plus riches de la planète cherchent à se protéger des impôts, de l'instabilité, et parfois même du reste du monde. C'est là que se trouve le grand paradoxe de Monaco. Quand on pense aux milliardaires, on imagine souvent la liberté absolue. Pourtant, Monaco ressemble parfois davantage à une cage dorée. Une bulle minuscule et surpeuplée où la richesse, le statut social et la peur de tout perdre occupent toute la place. L'illusion commence à se fissurer dès qu'on passe un peu de temps à Monaco. Au début, tout semble exactement comme dans les magazines ou sur les réseaux sociaux. Les voitures de luxe sont partout. Les hôtels paraissent parfaits. Les vitrines exposent des montres qui coûtent le prix d'un appartement. Dans le port, les yachts illuminés attirent tous les regards, tandis que les restaurants affichent une élégance irréprochable. Pendant les premières heures, on comprend facilement pourquoi tant de personnes rêvent de vivre ici. Puis, peu à peu, quelque chose change. Une sensation étrange apparaît. Sans pouvoir l'expliquer immédiatement, on commence à ressentir que quelque chose ne tourne pas rond. Tout paraît trop parfait, trop contrôlé, trop artificiel. Très vite, on remarque que Monaco est loin d'être aussi paisible qu'il en a l'air. Le bruit est permanent. Les hélicoptères traversent le ciel presque sans interruption. Les chantiers fonctionnent à longueur de journée. Les voitures de sport restent coincées dans les embouteillages, avançant parfois moins vite que les piétons. La chaleur se reflète sur les immeubles de béton et l'air devient lourd, chargé de gaz d'échappement. Et c'est à ce moment-là qu'une réalité essentielle apparaît. Monaco n'a jamais été conçu pour offrir une vie confortable. Monaco a été conçu pour protéger l'argent. C'est le véritable centre de gravité de la principauté. Pas la culture, pas la liberté, pas même la qualité de vie, l'argent. Une fois que l'on comprend cela, tout commence à prendre un sens différent. La ville ressemble moins à une destination méditerranéenne qu'à un immense coffre-fort à ciel ouvert. Des caméras surveillent presque chaque rue. Les agents de sécurité sont omniprésents. La police est visible partout. Les immeubles donnent souvent l'impression d'être protégés comme des forteresses. Tout semble sécurisé. Mais derrière cette sécurité se cache une autre réalité, la tension. Les habitants paraissent rarement détendus. Ils semblent prudents. Beaucoup passent leur temps à gérer des patrimoines, surveiller des investissements, discuter avec des avocats, des banquiers privés ou des conseillers financiers. Les conversations tournent souvent autour de l'argent, des affaires et des stratégies pour préserver une fortune. Le mode de vie qui semblait exceptionnel finit par devenir répétitif. Les mêmes rues, les mêmes restaurants, les mêmes événements mondains, les mêmes visages, les mêmes discussions. Même l'architecture finit par révéler ses limites. Les immeubles sont serrés les uns contre les autres, accrochés aux falaises au-dessus de la mer. Les balcons se font face à quelques mètres seulement. Des appartements valant plusieurs dizaines de millions d'euros peuvent malgré tout donner une impression d'enfermement. L'intimité est rare, l'espace est limité. Et malgré toute cette richesse, beaucoup de résidents vivent dans un environnement étonnamment comprimé. C'est à cet instant que le mythe commence réellement à s'effondrer. Parce que la plupart des gens imaginent que l'argent illimité apporte automatiquement la tranquillité, l'espace et la liberté. Mais Monaco offre souvent l'inverse. Les habitants payent des sommes extravagantes pour vivre dans l'un des environnements de luxe les plus denses et les plus saturés du monde. Et la ville continue de s'étendre parce qu'elle n'a pas d'autre choix. On creuse les montagnes, on gagne du terrain sur la mer,
D'anciens bâtiments disparaissent pour laisser place à des tours toujours plus hautes. Monaco ressemble à un endroit qui lutte constamment contre ses propres limites. Le résultat est surprenant. Derrière le luxe, il y a peu de sérénité. Derrière la sécurité, il y a beaucoup de peur. Et derrière l'image glamour vendue au monde entier, Monaco commence à ressembler moins à la récompense ultime du succès qu'à une chambre sous pression réservée aux ultra-riches. Et une fois que l'on voit cela clairement, il devient très difficile de continuer à croire aux rêves. Monaco cesse alors d'apparaître comme un paradis. Il devient le reflet d'une obsession moderne pour la richesse que personne ne peut plus vraiment cacher. Pour comprendre Monaco, il faut arrêter de le voir comme une simple ville riche au bord de la Méditerranée. Il faut le voir comme une immense expérience. Imaginez un gigantesque aquarium de luxe. À l'intérieur vivent certaines des personnes les plus riches de la planète. L'eau est parfaitement propre, la température est contrôlée, tout est surveillé, tout est sécurisé. Chaque détail est conçu pour offrir un maximum de confort et de protection. Au premier regard, l'aquarium semble parfait. Tout paraît calme, tout paraît beau, tout paraît sous contrôle. Mais plus on l'observe, plus quelque chose devient étrange. Les poissons qui vivent à l'intérieur ne sont plus vraiment libres. Ils évoluent dans un environnement artificiel créé spécialement pour eux. Ils ne connaissent presque plus l'imprévu. Ils ne rencontrent plus les difficultés du monde extérieur. Tout est organisé pour leur éviter le moindre risque. Et c'est exactement ce que représente Monaco. Les milliardaires qui s'y installent pensent avoir trouvé un refuge idéal. Un endroit où l'argent peut les protéger des impôts, de l'instabilité économique, de la criminalité, des crises politiques et parfois même de la réalité elle-même. Mais en cherchant cette protection absolue, ils ont créé quelque chose d'autre, une bulle. Une bulle où tout le monde observe tout le monde. Une bulle où l'argent devient le centre de chaque décision. Une bulle où la richesse cesse progressivement d'être un outil pour devenir une obsession. Car à Monaco, presque tout tourne autour d'un seul objectif, protéger le patrimoine. Et lorsqu'une société entière s'organise autour de cette idée, tout change. Les relations changent, les conversations changent, la façon de voir les autres change. Peu à peu, les amitiés ressemblent davantage à des opportunités. Les rencontres deviennent des calculs. Les discussions prennent la forme de négociations permanentes. La confiance devient plus rare. Parce que chacun se demande ce que l'autre veut réellement. L'argent, l'influence, l'accès à un réseau, un avantage. Les sourires sont nombreux à Monaco, mais les personnes réellement détendues semblent beaucoup plus rares. C'est parce que l'endroit ne fonctionne plus comme un environnement humain normal. Il ressemble davantage à un bunker financier déguisé en paradis. Depuis l'extérieur, le monde imagine que les ultra-riches vivent dans une liberté totale. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on découvre souvent l'inverse. Plus certaines personnes deviennent riches, plus elles semblent inquiètes. Inquiètes de perdre leur fortune. Inquiètes d'être ciblées, inquiètes d'être exposées publiquement, inquiètes du monde situé à l'extérieur de leur bulle protégée. La peur devient alors le véritable moteur du système. Et toute la ville est construite autour de cette peur. Les caméras, les agents de sécurité, les voitures blindées, les immeubles ultra protégés, les contrôles permanents. Tout est pensé pour rassurer les habitants. Pourtant, plus la protection augmente, plus une question apparaît. Pourquoi autant de sécurité si tout le monde est réellement en paix? C'est là que se trouve le cœur du problème. À Monaco, la sécurité a fini par devenir plus importante que la liberté. Et lorsque cela arrive, quelque chose de fondamental commence à disparaître. L'argent n'est plus utilisé pour vivre mieux, il est utilisé pour se protéger de la vie. C'est probablement la maladie cachée derrière l'image brillante de la principauté. Car lorsqu'une personne passe son temps à éviter les risques, les surprises, les difficultés et les incertitudes, elle finit aussi par s'éloigner de ce qui rend l'existence vivante. Petit à petit, l'environnement devient émotionnellement vide. Tout est propre. Tout est luxueux, tout est parfaitement organisé, mais très peu de choses semblent authentiques. Même la nature paraît parfois artificielle. Certaines plages ont été aménagées, des arbres poussent entre les murs de béton. Le littoral a été modifié par des décennies de construction et d'extension sur la mer. La nature est constamment remodelée pour servir la valeur immobilière, pour servir la richesse. Mais les êtres humains ne fonctionnent pas bien dans des environnements totalement artificiels. Ils ont besoin d'imprévus, ils ont besoin de rencontres spontanées, ils ont besoin d'émotions réelles. Ils ont besoin d'espace. Ils ont besoin d'un sentiment de sens. Monaco tente d'éliminer tout ce qui ressemble au désordre. Mais en supprimant le chaos, la ville élimine aussi une partie de ce qui rend la vie intéressante. L'atmosphère devient alors plate, prévisible, contrôlée, presque clinique. C'est pourquoi de nombreux habitants semblent fatigués malgré une richesse inimaginable. Car après un certain niveau, l'argent cesse de produire de l'excitation. La première Ferrari procure des émotions. La 10e ne change plus grand-chose. La même chose se produit avec les yachts, les penthouses, les montres de luxe et les clubs privés. À force d'excès, le désir s'affaiblit. Et lorsque le désir disparaît, les gens cherchent des distractions toujours plus puissantes. Plus de luxe, plus d'exclusivité, plus d'achats, plus d'expérience. Mais le vide reste souvent présent, parce que le problème n'est plus matériel, il devient psychologique.
Et c'est là que Monaco révèle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Lorsque l'argent devient pratiquement illimité, certaines personnes perdent progressivement leur lien avec ce qui donne du sens à l'existence. La principauté est remplie de gens capables d'acheter presque tout, sauf la tranquillité intérieure. C'est pour cette raison que Monaco ressemble parfois moins à une célébration de la réussite qu'à une immense expérience d'isolement émotionnel. Un aquarium magnifique où les habitants les plus riches du monde se coupent lentement de la vie ordinaire. Et plus ils restent longtemps dans cette bulle, plus il devient difficile de revenir à la réalité. Parce qu'avec le temps, l'aquarium transforme les poissons qui vivent à l'intérieur. Ils s'habituent aux parois de verre, ils s'habituent au contrôle, ils s'habituent à la protection permanente. Ils finissent même par oublier ce que signifie réellement la liberté. Voilà le véritable diagnostic caché derrière la façade brillante de Monaco. Ce n'est pas seulement un terrain de jeu pour milliardaires, c'est un avertissement. L'exemple de ce qui peut arriver lorsque la richesse devient si puissante qu'elle commence à remplacer progressivement l'humanité elle-même. Le véritable problème de Monaco ne se résume pas aux yachts, aux casinos ou aux milliardaires qui déambulent dans les rues de Monte-Carlo vêtus de vêtements de luxe. Le véritable problème se cache sous la surface. Derrière l'image glamour se trouve une immense machine conçue pour attirer, protéger et faire fructifier la richesse mondiale à presque n'importe quel prix. Et cette machine montre aujourd'hui des signes de faiblesse. Depuis longtemps. Officiellement, Monaco se présente comme un État moderne, prospère et sophistiqué au cœur de l'Europe. Mais lorsqu'on observe son fonctionnement réel, on découvre autre chose. La principauté ressemble davantage à un refuge financier de luxe construit sur un minuscule morceau de territoire coincé entre la montagne et la Méditerranée. Toute sa logique économique repose sur une promesse très simple. Faire en sorte que les personnes les plus riches du monde se sentent suffisamment en sécurité pour y transférer leur argent. Et cette promesse influence absolument tout. Dans la plupart des pays, l'économie repose sur la production de quelque chose d'utile. Des technologies, des médicaments, de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie, des innovations scientifiques, des activités qui créent une valeur concrète pour la société. Monaco fonctionne différemment. Sa principale ressource n'est pas un produit, c'est la protection financière. La principauté est devenue célèbre parce qu'elle offrait exactement ce que recherchaient les grandes fortunes. La stabilité, la discrétion, une fiscalité avantageuse et un environnement conçu pour préserver le capital. Naturellement, cet avantage a attiré des fortunes gigantesques. Des fortunes industrielles, des fortunes héritées, des fortunes liées aux ressources naturelles, des fortunes construites dans la finance mondiale, certaines parfaitement légales, d'autres beaucoup plus difficiles à expliquer. Avec le temps, un écosystème complet s'est développé autour de ces capitaux. Les banques gèrent des actifs considérables. Les cabinets d'avocats créent des structures complexes. Les conseillers financiers élaborent des montages internationaux. Les agences immobilières vendent quelques dizaines de mètres carrés à des prix capables d'acheter des immeubles entiers ailleurs. Tout tourne autour du même objectif, préserver la richesse. À partir de ce moment-là, quelque chose commence à se dérégler. Car lorsqu'un pays dépend presque entièrement de la protection du capital mondial, ses priorités changent. L'être humain cesse d'être au centre. L'argent prend sa place. La ville n'est plus construite pour améliorer la vie quotidienne, elle est construite pour sécuriser des fortunes. C'est ce qui explique l'étrange sensation que ressentent beaucoup de visiteurs. Monaco paraît artificiel. Chaque mètre carré est considéré comme une opportunité financière. Chaque terrain disponible devient un investissement. Chaque nouveau projet vise à attirer davantage de richesses. La pression est permanente. Les promoteurs immobiliers creusent les montagnes. Ils construisent toujours plus haut. Ils gagnent du terrain sur la mer. Ils transforment littéralement la géographie du pays. Pourquoi? Parce que la machine a besoin de croissance. Toujours plus de croissance. Toujours plus d'argent. Toujours plus de propriétés de luxe. Toujours plus de résidents fortunés. Le système ne sait pas ralentir. Il ne sait pas s'arrêter. Et c'est là qu'apparaît l'un de ses principaux défauts. Les prix commencent à perdre tout lien avec la réalité. Un petit appartement peut coûter plusieurs dizaines de millions d'euros. Une simple place de parking atteint parfois des montants absurdes. La valeur d'un bien immobilier n'est plus liée au confort ou à la qualité de vie. Elle dépend principalement de son utilité dans le système. Posséder une adresse à Monaco devient presque plus important que posséder un véritable logement. L'adresse elle-même devient un produit financier. Et lorsque cela se produit, le marché cesse de fonctionner normalement. La ville entière entre dans une forme de pression permanente. Les embouteillages augmentent. Les travaux ne s'arrêtent jamais. Les tunnels se remplissent de pollution. Les rues deviennent saturées. Les hélicoptères transportent des passagers qui cherchent simplement à éviter les bouchons. La situation devient parfois presque absurde. Des voitures capables de dépasser les 300 km/h restent immobilisées pendant de longues minutes dans des rues où l'on avance à peine plus vite qu'un piéton. Cette contradiction résume parfaitement Monaco.
Une richesse extrême qui produit parfois des conditions de vie étonnamment inconfortables. Mais les problèmes matériels ne représentent qu'une petite partie du tableau. Le problème principal est psychologique. Lorsqu'un environnement entier est organisé autour de l'argent, les comportements humains changent progressivement. Le statut devient une obsession. La montre devient importante. La voiture devient importante. Le yacht devient important. L'appartement devient important. Même les relations sociales commencent à être évaluées à travers le prisme de la richesse. Les comparaisons deviennent permanentes. Et parmi les ultra-riches, cette compétition peut devenir extrême. Une personne possédant plusieurs centaines de millions d'euros peut malgré tout se sentir inférieure à quelqu'un qui possède plusieurs milliards. Le sentiment d'insécurité ne disparaît jamais, parce qu'à Monaco, l'argent n'est pas seulement un moyen, il devient une identité. Et lorsqu'une identité repose entièrement sur la fortune, elle devient extrêmement fragile. C'est pourquoi l'atmosphère semble souvent tendue malgré tout le luxe environnant. Beaucoup de personnes ont le sentiment de devoir constamment trouver leur réussite. Les restaurants deviennent des vitrines, les marinas deviennent des salles d'exposition, les soirées mondaines deviennent des compétitions silencieuses. Tout le monde joue un rôle, tout le monde essaie de maintenir une image. Et cette situation finit par épuiser les individus. À cela s'ajoute un autre élément fondamental, la peur. La peur de perdre, la peur d'être dépassé, la peur de voir sa fortune diminuer, la peur de devenir moins influent, la peur d'être oublié. Cette peur explique l'omniprésence de la sécurité, les caméras, les patrouilles, les systèmes de surveillance, les immeubles ultra protégés, les gardes privés. Plus la richesse se concentre, plus le besoin de contrôle augmente. Et l'ironie est frappante. Beaucoup de personnes viennent à Monaco pour gagner en liberté. Pourtant, elles finissent souvent par vivre dans l'un des environnements les plus surveillés et les plus contrôlés du monde du luxe. Le système exige cette surveillance permanente, car tout repose sur une idée fragile, le sentiment de sécurité absolue. Si les résidents fortunés cessent de croire à cette sécurité, ils peuvent partir. Et si les capitaux commencent à partir, toute la machine devient vulnérable. Contrairement aux grandes économies nationales, Monaco dispose de peu de ressources alternatives. La principauté ne possède pas une immense industrie. Elle ne contrôle pas de ressources naturelles stratégiques. Elle dépend principalement de sa réputation, de son prestige, de sa capacité à attirer des capitaux internationaux. Autrement dit, elle dépend largement de la confiance. Et les systèmes fondés sur la confiance sont souvent plus fragiles qu'ils ne paraissent. Tant que les milliardaires considèrent Monaco comme le refuge idéal, l'argent continue d'affluer. Mais dès que cette confiance commence à s'éroder, les faiblesses apparaissent rapidement. Or, cette pression existe déjà. Partout dans le monde, les gouvernements renforcent les règles de transparence financière. Les échanges d'informations entre pays deviennent plus fréquents. Les structures opaques sont davantage surveillées. Les mécanismes permettant de dissimuler des patrimoines deviennent plus difficiles à maintenir. Le monde devient progressivement moins tolérant envers les systèmes fondés sur le secret financier. Et cette évolution inquiète discrètement les acteurs du système, car beaucoup savent que la prospérité de Monaco dépend encore largement de règles qui pourraient changer. Face à cette menace, la principauté répond comme elle l'a toujours fait, en renforçant son image. Grand Prix de Formule 1, événements prestigieux, galas de charité, campagnes écologiques, communication internationale, marketing du luxe, tout est conçu pour préserver l'aura exceptionnelle de Monaco. Mais aucune campagne de communication ne peut résoudre une faiblesse structurelle. Au fond, le système reste dépendant d'une réalité simple. Il a besoin d'une concentration massive de richesses mondiales pour continuer à fonctionner. Il a besoin que les écarts de fortune continuent d'augmenter. Il a besoin que les ultra-riches cherchent constamment des refuges pour protéger leurs capitaux. Sans cette dynamique, la machine perd sa raison d'être. C'est pourquoi Monaco ressemble parfois moins à un pays qu'à une version condensée du capitalisme extrême. Un endroit où toutes les contradictions deviennent visibles. La richesse sans limite, l'insatisfaction permanente, le luxe accompagné de paranoïa, la sécurité associée à l'isolement, l'expansion permanente qui finit par créer l'étouffement. Et le plus inquiétant est peut-être que le système ne peut pas ralentir volontairement, car ralentir signifierait affronter une vérité inconfortable. Derrière les façades brillantes et les immeubles luxueux, la stabilité réelle est beaucoup plus fragile qu'elle ne le paraît. Monaco fonctionne comme une machine alimentée par l'argent. Une machine qui a constamment besoin de davantage d'argent pour continuer à tourner. Et les systèmes construits sur une croissance infinie suivent souvent le même chemin. Ils progressent lentement, ils semblent invincibles. Puis un jour, leurs faiblesses deviennent impossibles à ignorer. Et tout commence à changer, beaucoup plus vite que prévu. Pour la plupart des gens, la vie quotidienne à Monaco ressemble à des vacances qui ne se terminent jamais. On imagine des matins ensoleillés face à la Méditerranée, un café sur une terrasse privée, une voiture de luxe garée devant l'immeuble, un déjeuner dans un restaurant élégant, une promenade le long du port avant une soirée exclusive entourée de milliardaires. C'est l'image vendue par les films, les magazines de luxe et les réseaux sociaux. Mais la réalité est beaucoup plus étrange, et souvent beaucoup plus vide.
Car lorsqu'un luxe exceptionnel devient permanent, il cesse progressivement d'être exceptionnel. Il devient normal. Puis il devient une habitude. Et enfin, il devient une pression. À Monaco, presque chaque instant de la vie quotidienne se transforme en représentation sociale. La voiture que vous conduisez compte. L'immeuble dans lequel vous habitez compte. La montre que vous portez compte. Le restaurant que vous choisissez compte. Même la personne assise à votre table peut devenir un symbole de statut. Dans cet environnement, chacun observe les autres. Qui a acheté un nouveau yacht? Qui a changé d'appartement? Qui a investi dans un projet prestigieux? Qui a obtenu une invitation à un événement privé? Qui fréquente les personnes les plus influentes? Tout devient une forme de comparaison silencieuse. Et vivre en permanence dans la comparaison finit par épuiser les individus, parce qu'il devient impossible de se détendre complètement. Même les activités les plus simples perdent leur naturel. Prendre un café ne ressemble plus à une pause. Cela ressemble parfois à une exposition de luxe. Les restaurants ressemblent davantage à des salles de réunion qu'à des lieux de détente. Les conversations tournent souvent autour des investissements, des marchés financiers, de la fiscalité, des acquisitions ou des opportunités d'affaires. Très peu de discussions paraissent spontanées. Très peu de relations semblent totalement authentiques. Tout le monde reste prudent, tout le monde protège quelque chose, tout le monde surveille son image. Cette fatigue émotionnelle s'installe progressivement, et avec le temps, elle devient plus lourde. Car Monaco élimine une grande partie de ce qui donne du relief à la vie ordinaire. Il y a peu d'imprévus, peu de diversité sociale, peu de situations réellement spontanées. La majorité des habitants évoluent dans des cercles très fermés. Ils fréquentent souvent les mêmes personnes, les mêmes lieux, les mêmes événements, les mêmes environnements. Les journées commencent alors à se ressembler. On se réveille dans un appartement luxueux. On prend son petit déjeuner préparé par du personnel. On échange avec des gestionnaires de patrimoine. On répond à des appels concernant des investissements. On déjeune avec des partenaires financiers. On assiste à une réception. Puis on recommence le lendemain. Au début, ce confort paraît extraordinaire. Puis il devient banal. Et lorsqu'il devient banal, un autre sentiment apparaît. L'ennui. Pas un ennui ordinaire. Un ennui profond. Un ennui qui ne disparaît pas simplement parce qu'on possède davantage. C'est l'un des paradoxes les plus méconnus de la richesse extrême. Le cerveau humain s'adapte à tout. La première Ferrari procure une émotion intense. La deuxième impressionne encore. La 10e devient normale. Le même phénomène se produit avec les yachts, les bijoux, les hôtels 5 étoiles, les vols privés, les villas, les expériences exclusives. À force de répétition, l'excitation disparaît. Le système nerveux cesse de réagir. Et lorsque l'excitation disparaît, beaucoup de personnes commencent à chercher quelque chose de plus fort. Certaines accumulent davantage d'objets de luxe. Certaines dépensent des fortunes dans des expériences toujours plus exclusives. D'autres deviennent obsédées par leur apparence. D'autres encore cherchent à combler le vide par l'alcool, les médicaments ou des distractions permanentes. C'est l'une des raisons pour lesquelles Monaco possède tout un écosystème consacré au bien-être psychologique des ultra-riches. Psychologues privés, coach de vie, centre de longévité, clinique anti-âge, médecines alternatives, programmes de développement personnel. Tout un marché destiné à aider des personnes extrêmement privilégiées à gérer un malaise qu'elles ne s'attendaient pas à ressentir. Car beaucoup d'entre elles ont obtenu exactement ce qu'elles poursuivaient depuis des décennies. Et malgré cela, elles ne se sentent pas satisfaites. Cette prise de conscience est souvent difficile à accepter. Imaginez consacrer toute votre vie à bâtir une fortune immense, sacrifier du temps, des relations, parfois même votre santé, puis atteindre enfin votre objectif. Pour découvrir que ce n'était pas la solution que vous imaginiez. Monaco est rempli de personnes confrontées à cette réalité. Des individus qui ont gagné la course, puis qui se sont demandé ce qu'il restait à faire après l'arrivée. Parce que lorsque l'argent devient pratiquement illimité, le sens peut commencer à disparaître. Bien sûr, il reste toujours une nouvelle opportunité d'investissement, une nouvelle acquisition, une nouvelle propriété, un nouveau projet. Mais la récompense émotionnelle devient de plus en plus faible. L'enthousiasme laisse place à la routine. La vie ressemble davantage à une gestion de patrimoine qu'à une véritable expérience humaine. C'est pourquoi tant de résidents semblent fatigués, pas physiquement, mentalement, existentiellement. Et l'environnement de Monaco renforce encore cette sensation. Malgré toute sa richesse, la principauté reste extrêmement petite. Les immeubles sont serrés les uns contre les autres. Les appartements les plus chers du monde ne disposent pas toujours d'un véritable sentiment d'espace. Les balcons donnent souvent directement sur ceux des voisins. L'intimité est limitée, les rues sont étroites, la circulation est omniprésente, les travaux sont constants, les hélicoptères traversent le ciel du matin au soir. Par moments, l'atmosphère ressemble davantage à une cocotte minute de luxe qu'à un paradis méditerranéen. Même l'air semble parfois lourd. Le béton accumule la chaleur. Les véhicules produisent une pollution continue. La densité urbaine crée une sensation de compression permanente. Et cette situation produit une contradiction remarquable. Des personnes dépensent des fortunes pour trouver davantage de liberté.
mais elles finissent souvent dans l'un des environnements les plus densément occupés du monde du luxe. Puis vient un autre sujet rarement montré dans les publicités, le vieillissement. Les réseaux sociaux donnent l'impression que Monaco est rempli de jeunes milliardaires profitant d'une fête éternelle. La réalité est différente. Une grande partie de la richesse mondiale demande plusieurs décennies pour être accumulée. Beaucoup de résidents arrivent à Monaco lorsqu'ils sont déjà âgés. Et avec l'âge, apparaît une nouvelle inquiétude. La peur du temps, la peur de perdre sa santé, la peur de perdre son autonomie, la peur de sa propre mortalité. Cette anxiété est visible partout. Les cliniques esthétiques prospèrent, les traitements anti-âge prospèrent, les spécialistes de la longévité prospèrent, les consultations médicales privées prospèrent. Les habitants investissent des sommes considérables pour ralentir les effets du vieillissement. Mais les résultats paraissent parfois troublants. Les visages deviennent artificiels, les expressions semblent figées, les sourires paraissent mécaniques. Par moments, Monaco ressemble presque à une forteresse de luxe où les plus riches tentent de négocier avec le temps lui-même. Et sous toute cette sophistication se cache souvent une profonde solitude. L'argent complique les relations, les amitiés deviennent difficiles à évaluer. Les partenaires peuvent être soupçonnés d'avoir des motivations financières, les héritages créent des tensions familiales, la confiance devient rare, même au sein des familles. Certains enfants grandissent entourés de personnel plutôt que de leurs parents. D'autres héritent de fortunes immenses avant d'avoir développé un véritable objectif dans la vie. Ils disposent de tout, sauf d'une direction claire. Et ce vide émotionnel peut se transmettre d'une génération à l'autre. Pendant ce temps, une autre réalité existe en parallèle. Chaque matin, des milliers de travailleurs arrivent depuis la France et l'Italie. Ils entretiennent les immeubles, ils nettoient les appartements, ils préparent les repas, ils entretiennent les yachts, ils assurent le fonctionnement quotidien de la principauté. Sans eux, Monaco s'arrêterait presque immédiatement. Pourtant, ils restent largement invisibles. Deux mondes coexistent ainsi sur un territoire minuscule. D'un côté, les ultra-riches vivant dans la bulle du luxe. De l'autre, les travailleurs qui permettent à cette bulle de continuer à exister. Cette séparation crée une tension silencieuse. Les uns dépendent totalement des autres, mais leurs réalités n'ont presque rien en commun. Au final, c'est peut-être cela qui résume le mieux la vie quotidienne à Monaco. Tout semble fonctionner parfaitement, mais quelque chose d'essentiel manque. Le confort est présent, la sécurité est présente, le luxe est partout. Pourtant, beaucoup de personnes continuent à chercher ce qu'elles pensaient trouver en venant ici. La paix, le sens, la connexion humaine. Car les êtres humains ont besoin de bien plus que d'argent pour se sentir vivants. Ils ont besoin d'un but, ils ont besoin d'authenticité, ils ont besoin de relations sincères. Et ce sont précisément ces éléments que Monaco a souvent le plus de mal à offrir. Ainsi, derrière les yachts, les casinos et les appartements à plusieurs millions d'euros, la vie quotidienne finit souvent par se transformer en une succession de routines, d'isolement, d'anxiété et de fatigue émotionnelle. Le monde voit un paradis, mais pour beaucoup de ceux qui y vivent, l'expérience ressemble davantage à une cage magnifiquement décorée. Lorsqu'on observe Monaco depuis l'extérieur, la tentation est forte de chercher un coupable unique. Certains accusent immédiatement les milliardaires, d'autres pointent du doigt les banques, d'autres encore blâment la famille princière, les grandes entreprises ou les institutions financières internationales. Mais la réalité est beaucoup plus complexe, et probablement beaucoup plus dérangeante. Car Monaco n'a pas été créé par une seule personne avide d'argent. Il n'a pas non plus été construit par une organisation secrète agissant dans l'ombre. Monaco est le résultat d'un système mondial entier. Un système qui récompense l'accumulation de richesses tout en permettant à cette richesse de s'éloigner progressivement des responsabilités qui l'accompagnent. Autrement dit, Monaco existe parce que le monde moderne lui a permis d'exister. Pendant des décennies, gouvernements, banques, multinationales, cabinets d'avocats, investisseurs, grandes fortunes et marques de luxe ont tous profité du même mécanisme. Les riches protégeaient leur argent, les banques prélevaient leurs commissions, les agences immobilières réalisaient des profits records. Les entreprises du luxe vendaient davantage, les gouvernements attiraient des capitaux, tout le monde obtenait quelque chose. C'est précisément pour cette raison qu'il est si difficile de désigner un responsable unique. La responsabilité est partout. Bien sûr, les ultra-riches jouent un rôle central. Une partie des fortunes présentes à Monaco provient d'activités parfaitement légales, mais une autre partie trouve son origine dans des systèmes beaucoup plus discutables. Influence politique, optimisation fiscale agressive, spéculation financière, extraction massive de ressources, monopoles économiques, mécanismes qui privilégient les profits au-dessus de presque tout le reste. Une fois l'argent arrivé à Monaco, cependant, ces différences deviennent souvent secondaires. Le système pose rarement la question de l'origine morale de la fortune. Ce qui compte avant tout, c'est sa valeur, sa taille, sa capacité à générer davantage de revenus, peu importe le parcours qui a permis son accumulation.
Et c'est là que quelque chose commence à changer dans la culture elle-même. L'argent cesse progressivement d'être un outil. Il devient une protection contre les impôts, une protection contre les crises, une protection contre les risques, une protection contre les conséquences. Certaines personnes ne viennent plus à Monaco pour construire quelque chose. Elles viennent pour préserver ce qu'elles possèdent déjà. Mais les grandes fortunes n'auraient jamais pu maintenir seules ce système. Elles ont eu besoin d'une armée de professionnels, des avocats, des fiscalistes, des comptables, des banquiers, des gestionnaires de patrimoine, des experts en finance internationale. Pendant des années, ces spécialistes ont créé des structures de plus en plus sophistiquées, des sociétés écrans, des fonds privés, des montages internationaux, des trusts, des holdings, des mécanismes complexes permettant de déplacer ou de protéger des capitaux. Tout cela était généralement légal. Tout cela paraissait professionnel. Tout cela semblait parfaitement normal. Mais le résultat final restait souvent le même. Une partie considérable de la richesse mondiale échappait progressivement aux responsabilités collectives. L'argent qui aurait pu financer des infrastructures, des écoles, des hôpitaux ou des programmes publics se retrouvait parfois immobilisé dans des systèmes conçus avant tout pour préserver des fortunes privées. Et pourtant, à l'intérieur de cet univers, personne ne considérait cela comme un problème. On appelait cela une stratégie, une optimisation, une gestion intelligente. C'est l'un des aspects les plus troublants de Monaco. La ville ne donne jamais l'impression d'être immorale. Tout y semble propre, ordonné, professionnel, élégant. Mais cette apparence masque souvent une réalité beaucoup plus ambiguë. Car une partie du luxe visible aujourd'hui existe parce que des ressources ont été retirées ailleurs. Les tours, les penthouses, les yachts, les comptes bancaires. Tout cela n'est pas apparu spontanément. Cette richesse provient de valeurs créées quelque part dans le monde, par des entreprises, par des travailleurs, par des consommateurs, par des économies entières. Et lorsque cette richesse se concentre dans quelques lieux très particuliers, la question de sa répartition devient inévitable. Mais les gouvernements portent eux aussi une part importante de responsabilité. Pendant longtemps, de nombreux dirigeants ont dénoncé publiquement les paradis fiscaux. Ils parlaient de justice fiscale, de transparence, d'équité. Pourtant, dans les faits, beaucoup ont toléré ces mécanismes pendant des décennies. Les règles restaient suffisamment souples, les contrôles suffisamment limités, les exceptions suffisamment nombreuses. Tout le monde connaissait les failles du système, mais trop d'acteurs puissants bénéficiaient de leur existence. Le résultat ressemblait à une étrange mise en scène mondiale. Les discours critiquaient certaines pratiques, les actions les maintenaient en vie. Et pendant ce temps, Monaco continuait à prospérer. Mais la responsabilité ne s'arrête pas là. La culture populaire a également joué un rôle essentiel. Le cinéma, la publicité, les célébrités, les réseaux sociaux, tous ont contribué à transformer Monaco en symbole absolu de la réussite. Les yachts devenaient des trophées, les casinos devenaient des décors de rêve. Les penthouses devenaient des objectifs de vie. L'image du milliardaire cessait d'être complexe, elle devenait désirable. Les gens ne voyaient pas l'anxiété, ils ne voyaient pas la solitude, ils ne voyaient pas la pression psychologique, ils voyaient seulement le luxe. Et cette illusion se vendait beaucoup mieux que la réalité. Progressivement, les valeurs représentées par Monaco ont commencé à se diffuser partout. Le statut, l'exclusivité, l'accumulation, l'apparence de réussite. Aujourd'hui, de nombreuses personnes évaluent leurs propres valeurs à travers leur salaire, leurs possessions, leurs abonnés sur les réseaux sociaux ou leur niveau de consommation. Des industries entières vivent désormais de cette obsession. L'important n'est plus seulement d'être heureux, l'important est d'avoir l'air réussi. Et Monaco représente probablement la version la plus extrême de cette logique. C'est pourquoi la principauté est bien plus qu'un lieu géographique, c'est une idée. L'idée que la réussite consiste à s'éloigner du monde ordinaire. L'idée que suffisamment d'argent permet de se détacher des difficultés rencontrées par les autres. L'idée que la richesse peut remplacer la communauté, le sens ou les liens humains. Et cette idée a largement dépassé les frontières de Monaco. Même l'image prestigieuse de la principauté participe à maintenir ce récit. Le Grand Prix de Formule 1, les galas, les événements mondains, les campagnes environnementales, les opérations de communication, tout contribue à renforcer l'image d'un lieu exceptionnel. Mais derrière cette image soigneusement entretenue, se cache une réalité beaucoup moins romantique. Une économie profondément dépendante de l'attraction permanente des grandes fortunes. Sans cet afflux continu de capitaux, le système commencerait rapidement à montrer ses limites. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que beaucoup de personnes à l'intérieur du système le savent déjà. Les banquiers le savent. Les promoteurs immobiliers le savent. Les résidents le savent également. Ils comprennent que Monaco dépend fortement des inégalités mondiales. Ils comprennent qu'une partie de la richesse qui les entoure n'existerait pas sans des déséquilibres présents ailleurs. Ils comprennent que ce modèle ne peut pas croître indéfiniment. Mais reconnaître cette réalité implique une conclusion difficile. Cela signifie accepter la possibilité que toute une vie ait parfois été consacrée à construire quelque chose de matériellement impressionnant mais spirituellement vide. Et cette idée est difficile à affronter. Alors la machine continue d'avancer. Toujours plus de capitaux, toujours plus de luxe, toujours plus de protection, toujours plus de séparation avec la vie ordinaire, jusqu'à ce que cette séparation devienne presque totale.
À ce stade, Monaco cesse progressivement de ressembler à une communauté humaine. Il ressemble davantage à un écosystème conçu pour protéger la richesse mondiale. Et chacun reste prisonnier de son rôle. Les riches ont peur de perdre leur statut. Le monde financier reste dépendant des profits. Les gouvernements craignent de faire fuir les investissements. L'industrie du luxe continue de vendre des rêves. Et pendant ce temps, le reste du monde observe le spectacle. Beaucoup continuent à croire que cette illusion représente le bonheur ultime. C'est peut-être la partie la plus troublante de toute l'histoire. Car Monaco ne survit pas seulement grâce à l'argent. Il survit grâce à une croyance. La croyance que la richesse illimitée apporte la liberté. La croyance que le luxe apporte l'épanouissement. La croyance que s'éloigner du reste de la société représente la forme suprême du succès. Mais lorsqu'on regarde derrière le décor, une autre histoire apparaît. Une histoire de peur, d'isolement, de vide, et d'un système tellement obsédé par la protection de la richesse qu'il finit parfois par oublier ce qui donne réellement un sens à la vie humaine. Pendant longtemps, Monaco a donné l'impression d'être un lieu intouchable, une forteresse de richesse construite pour durer éternellement, un endroit où l'argent du monde entier trouverait toujours refuge. Un territoire si particulier qu'il semblait presque échapper aux règles normales de l'histoire, de l'économie et même des conséquences. Mais aucune structure construite sur des fondations fragiles ne reste stable pour toujours. Et les fondations de Monaco n'ont jamais été aussi solides qu'elles en avaient l'air. L'avenir de la principauté ne ressemble pas à une histoire de stabilité. Il ressemble davantage à une accumulation lente de pressions qui se développent en silence. Des pressions financières, des pressions politiques, des pressions environnementales, des pressions culturelles, des pressions psychologiques. Prises séparément, chacune paraît gérable. Réunies, elles deviennent beaucoup plus inquiétantes. La première menace vient du système financier mondial. Pendant des décennies, le monde a accepté l'existence de territoires spécialisés dans la protection des capitaux. Ils servaient les intérêts des élites économiques. Ils facilitaient certains flux financiers. Ils offraient des avantages à ceux qui disposaient déjà d'immenses ressources. Mais cette tolérance commence à diminuer. Les grandes économies cherchent aujourd'hui davantage de transparence. Les administrations fiscales coopèrent davantage. Les échanges d'informations entre banques se multiplient. Les réglementations deviennent plus strictes. La direction générale est claire, moins d'opacité, plus de visibilité. Et cette évolution touche directement le cœur du modèle monégasque. Car Monaco ne repose pas principalement sur l'industrie. Il ne repose pas sur des ressources naturelles. Il ne repose pas sur une capacité exceptionnelle d'innovation technologique. Il repose sur une promesse. La promesse d'offrir un environnement prestigieux et discret aux détenteurs de grandes fortunes. Si cette promesse perd de sa valeur, le système entier devient plus fragile. Le luxe seul ne suffit pas. Le monde compte déjà de nombreuses destinations luxueuses. Ce qui distingue Monaco, c'est sa fonction financière. Retirer cette fonction, et une grande partie de sa logique économique commence à vaciller. Les prix immobiliers deviennent plus difficiles à justifier. Les banques perdent une partie de leur attractivité. Les cabinets spécialisés voient diminuer leur importance. L'arrivée de nouveaux résidents fortunés ralentit. Or, une économie construite autour d'un afflux permanent de capitaux ne fonctionne pas bien lorsqu'elle cesse de croître. Mais les défis financiers ne représentent qu'une partie du problème. Une autre menace est beaucoup plus concrète. C'est la géographie. Monaco est littéralement coincé entre la montagne et la mer. Son territoire est extrêmement limité. Pendant des décennies, la principauté a tenté de repousser cette contrainte. Des falaises ont été aménagées, des zones côtières ont été transformées, des quartiers entiers ont été construits sur des terrains gagnés sur la Méditerranée. À première vue, cela ressemble à un exploit, une démonstration de puissance technique, une victoire contre les limites naturelles. Mais il existe une réalité plus difficile à ignorer. La nature finit toujours par réclamer son dû. La mer ne négocie pas. Le changement climatique non plus. Les niveaux marins augmentent lentement. Les tempêtes deviennent plus fréquentes dans de nombreuses régions du monde. Les phénomènes météorologiques extrêmes gagnent en intensité. Les zones côtières deviennent plus vulnérables. Et Monaco est particulièrement exposé. Son territoire est minuscule. Sa densité est énorme. Ses infrastructures sont concentrées. Ses biens immobiliers les plus précieux se trouvent souvent à proximité directe du littoral. La marge d'erreur est faible, très faible. Chaque mètre carré possède une valeur considérable. Chaque partie du territoire compte. Plus la principauté construit sur des terrains artificiels, plus elle augmente certains risques à long terme. Les inondations, l'érosion, les dommages aux infrastructures, l'intrusion de l'eau salée, les coûts d'entretien. Tous ces facteurs deviennent progressivement plus importants. Ce ne sont pas des catastrophes immédiates, ce sont des pressions lentes. Et les pressions lentes sont souvent les plus dangereuses, parce qu'on s'y habitue, jusqu'au moment où leurs conséquences deviennent impossibles à ignorer. Mais il existe une troisième menace encore plus subtile, la transformation culturelle. Pendant longtemps, Monaco représentait le rêve absolu, le symbole du succès, le lieu où les gagnants allaient célébrer leur victoire. Aujourd'hui, cette image commence à évoluer. Partout dans le monde, les nouvelles générations regardent différemment la richesse extrême.
Les questions liées aux inégalités prennent davantage de place. Les préoccupations environnementales deviennent plus importantes. Les débats sur la justice fiscale se multiplient. La concentration de richesses suscite davantage de critiques qu'auparavant. Ce qui ressemblait autrefois à une réussite admirable apparaît parfois comme un excès difficile à défendre. Ce changement culturel est essentiel, car Monaco ne dépend pas uniquement de l'argent. Il dépend du désir. Les gens doivent vouloir y vivre. Ils doivent vouloir y investir. Ils doivent vouloir y afficher leur réussite. Si ce désir diminue, le pouvoir d'attraction du système diminue lui aussi, et les changements culturels peuvent être rapides. Beaucoup plus rapides que les transformations économiques ou immobilières. Une ville peut survivre à une crise financière, mais lorsqu'elle commence à perdre sa signification symbolique, le danger devient plus profond, parce que son identité elle-même commence à s'éroder. Une quatrième pression provient de la géopolitique. Les grandes puissances surveillent de plus en plus les mouvements de capitaux. Les questions liées à l'évasion fiscale occupent une place croissante dans les débats publics. Les gouvernements ont besoin de ressources, les déficits augmentent, les populations demandent davantage de services publics. Dans ce contexte, les systèmes permettant la concentration discrète de richesses deviennent des sujets particulièrement sensibles. L'espace disponible pour l'opacité financière se réduit, année après année. Cela ne signifie pas que Monaco disparaîtra demain, cela signifie que son avantage concurrentiel pourrait progressivement perdre de sa force. Et une perte progressive est parfois plus dangereuse qu'un choc brutal, parce qu'elle est difficile à percevoir. On continue à voir les yachts, on continue à voir les immeubles, on continue à voir les événements prestigieux, tout semble normal, alors que les fondations commencent lentement à se transformer. À cela s'ajoute un autre problème, la saturation. Monaco est minuscule, son territoire possède des limites physiques très strictes. Pourtant, son modèle économique repose sur une logique de croissance permanente. Toujours plus de résidents, toujours plus de capitaux, toujours plus de projets immobiliers, toujours plus d'activités financières. Mais que se passe-t-il lorsqu'il n'y a plus d'espace? Que se passe-t-il lorsqu'il devient impossible de construire davantage sans détériorer la qualité de vie? À un certain moment, les contraintes physiques entrent en conflit avec les besoins du système. Et cette tension est déjà visible. La circulation augmente, les coûts explosent, les chantiers se multiplient, les infrastructures subissent une pression croissante. La ville ressemble parfois à un organisme qui cherche à grandir alors que son environnement ne lui permet plus de le faire. Comme un corps qui continue à grossir dans une cage devenue trop petite. Tôt ou tard, quelque chose finit par céder. Mais la dernière menace est peut-être la plus importante, la fatigue psychologique. Car au-delà de toutes les considérations économiques ou environnementales, Monaco dépend d'un sentiment, d'un rêve, d'une promesse. Or, cette promesse commence à montrer ses limites. De nombreux résidents extrêmement riches découvrent déjà une forme d'épuisement émotionnel. La compétition permanente fatigue, la surveillance permanente fatigue, l'isolement fatigue. Le luxe lui-même finit par perdre son pouvoir émotionnel. La sécurité ne procure plus forcément du confort. Elle peut produire de l'anxiété. Le statut social ne procure plus forcément de satisfaction. Il peut produire de l'insécurité. L'abondance ne procure plus forcément du bonheur. Elle peut produire du vide. Cette évolution est discrète, mais elle est fondamentale, car les systèmes fondés sur le désir deviennent vulnérables lorsque le désir disparaît. Si Monaco cesse d'être perçu comme un rêve, s'il commence à être perçu comme une enclave financière hautement contrôlée et émotionnellement épuisante, alors son pouvoir d'attraction diminuera progressivement, même si ses infrastructures restent intactes. Lorsque toutes ces forces se combinent, pression financière, vulnérabilité environnementale, transformation culturelle, surveillance géopolitique, saturation physique et fatigue psychologique, le résultat ne ressemble pas nécessairement à une catastrophe spectaculaire. Il ressemble à quelque chose de beaucoup plus lent, un affaiblissement progressif, une perte d'influence, une érosion de l'illusion qui a soutenu le système pendant des décennies. Au début, rien ne semble changer. Les yachts sont toujours là, les casinos fonctionnent toujours, les immeubles restent pleins, les lumières continuent de briller sur le port chaque nuit. Mais sous la surface, les équilibres évoluent, les capitaux changent de direction, les perceptions changent, les priorités changent. Et lorsqu'un système repose principalement sur la confiance, il ressent ces changements avant tout le monde. Monaco n'a pas besoin d'un effondrement spectaculaire pour être transformé. Une lente perte de pertinence peut suffire, car la partie la plus fragile de la principauté n'est peut-être ni son économie, ni ses bâtiments. C'est une croyance. La croyance que Monaco restera toujours intouchable. Et c'est précisément cette croyance qui commence déjà à s'effriter. Au final, Monaco n'est pas un triomphe de la civilisation moderne, c'est un avertissement déguisé en réussite. Une illusion soigneusement entretenue qui persuade le monde entier que la richesse extrême apporte automatiquement la sécurité, le bonheur et le contrôle. Mais lorsqu'on regarde au-delà des façades brillantes, l'image commence à changer. Ce qui ressemblait à un paradis révèle progressivement sa fragilité.
Ce qui semblait représenter la liberté ressemble de plus en plus à une forme d'enfermement. Et ce qui devait être la destination finale du succès finit par soulever une question beaucoup plus inquiétante. Que se passe-t-il lorsque l'argent devient le centre absolu de l'existence? Monaco apporte une réponse. Tout le reste commence lentement à disparaître. Les relations humaines perdent de leur profondeur. La nature recule. L'espace se réduit. Les communautés s'effacent. Les émotions deviennent plus difficiles à ressentir. La vie se transforme progressivement en gestion permanente du patrimoine, de l'image et du risque. À la surface, tout continue pourtant à briller. Les voitures de luxe circulent dans les rues. Les yachts remplissent le port. Les casinos accueillent leurs visiteurs. Les restaurants servent des repas hors de prix face à la Méditerranée. Les immeubles étincellent sous le soleil. Tout semble parfait. Mais derrière cette perfection se cache une réalité beaucoup moins visible. Une fatigue silencieuse. Une fatigue qui touche non seulement les individus, mais également le système lui-même. Car l'un des grands paradoxes de la richesse extrême est simple. Lorsque toutes les limites disparaissent, le désir finit souvent par perdre sa direction. Pendant toute leur vie, beaucoup de personnes poursuivent un objectif. Gagner plus, posséder plus, accumuler davantage, monter plus haut. Puis un jour, elles atteignent enfin ce sommet et découvrent quelque chose qu'elles n'avaient jamais imaginé. Le sommet est vide, ou du moins beaucoup plus vide que prévu. L'excitation disparaît, les récompenses deviennent habituelles, les rêves deviennent des routines, le luxe devient normal. Et lorsque le luxe devient normal, il cesse d'apporter ce qu'il promettait. C'est pourquoi Monaco est rempli de personnes qui semblent avoir réussi selon tous les critères visibles du monde moderne. Elles possèdent tout, le pouvoir, l'influence, les propriétés, les investissements, les objets de prestige. Pourtant, beaucoup donnent l'impression de chercher encore quelque chose, comme si la satisfaction restait toujours légèrement hors de portée, comme si l'objectif se déplaçait constamment. Alors la course continue, plus de propriétés, plus d'investissements, plus d'événements, plus d'achats, plus de protection. Mais le vide intérieur reste souvent au même endroit. Peu à peu, la réussite cesse de ressembler à une victoire. Elle ressemble à un entretien permanent, à une machine qui exige toujours davantage d'énergie pour produire toujours moins de satisfaction. Pendant ce temps, Monaco continue de dépendre d'une réalité plus vaste que lui, l'inégalité mondiale. La principauté existe parce qu'une immense quantité de richesses converge vers elle depuis le reste du monde. Elle ne crée pas principalement cette richesse, elle la concentre. C'est une différence fondamentale. Et cette concentration repose sur un équilibre fragile. Tant que les flux financiers continuent, tant que les grandes fortunes recherchent ce type de refuge. Tant que les systèmes internationaux tolèrent certaines formes d'optimisation et de protection du capital, la machine fonctionne. Mais aucun système fondé sur des déséquilibres permanents ne reste immuable. Les règles changent, les sociétés changent, les mentalités changent, les priorités changent. Et lorsque ces changements deviennent suffisamment importants, les structures qui semblaient éternelles commencent à perdre leur stabilité. La géographie elle-même rappelle cette vérité. Monaco a passé des décennies à lutter contre ses limites naturelles. La mer a été repoussée, les falaises ont été transformées, le territoire a été remodelé. Mais aucune technologie ne peut supprimer définitivement les contraintes du monde réel. Le climat évolue, les océans montent, les pressions environnementales augmentent. Et la nature finit toujours par rappeler qu'elle existe. Elle ne s'intéresse ni aux fortunes privées, ni au prix de l'immobilier, ni aux symboles de prestige. Elle répond uniquement à ses propres règles. Mais la menace la plus profonde n'est peut-être ni économique, ni environnementale. Elle est psychologique. Car Monaco repose avant tout sur une croyance. La croyance que la richesse extrême apporte du sens. La croyance que l'éloignement du monde ordinaire représente une forme supérieure de réussite. La croyance que l'argent peut protéger les individus de toutes les conséquences. Or, ces croyances commencent lentement à se fissurer. À Monaco comme ailleurs. De plus en plus de personnes réalisent que le confort n'est pas la même chose que la paix intérieure, que la sécurité n'est pas la même chose que la liberté, que le luxe n'est pas la même chose que l'épanouissement. Et lorsque ces distinctions deviennent visibles, toute illusion perd une partie de sa force. Car les villes du luxe ne vivent pas seulement grâce à leurs infrastructures, elles vivent grâce aux désirs qu'elles inspirent, elles vivent grâce aux rêves qu'elles vendent. Elles vivent grâce aux histoires que les gens racontent à leur sujet. Si ces histoires changent, tout change avec elles. Les immeubles peuvent rester debout, les yachts peuvent rester dans le port, les casinos peuvent continuer à ouvrir leurs portes chaque soir, mais leur signification devient différente. Et lorsqu'une signification disparaît, le pouvoir symbolique disparaît lui aussi. C'est peut-être la leçon la plus importante de Monaco. La principauté n'est pas seulement un lieu, c'est un miroir. Un miroir qui reflète certaines des contradictions les plus profondes du monde moderne. Un monde capable de produire une richesse extraordinaire, mais qui peine parfois à répondre à une question beaucoup plus simple. À quoi sert toute cette richesse? Car lorsque l'argent devient plus important que le sens, lorsque la protection devient plus importante que la liberté, lorsque le statut devient plus important que les relations humaines,
quelque chose d'essentiel commence à se perdre. Et Monaco montre jusqu'où ce processus peut aller. Voilà pourquoi cette histoire ne parle pas uniquement de Monaco. Elle parle du système qu'il a créé. Un système capable d'accumuler toujours plus de richesses, toujours plus de luxe, toujours plus de contrôle, mais incapable de garantir ce que les êtres humains recherchent réellement depuis le début. Un sentiment de sens, une connexion authentique avec les autres, et la conviction que leur vie vaut davantage que le simple chiffre affiché sur un compte bancaire. Car la question finale n'est pas de savoir si Monaco survivra. La véritable question est beaucoup plus dérangeante. Que se passe-t-il lorsque les gens obtiennent enfin tout ce qu'on leur a appris à désirer, et découvrent que cela ne suffit toujours pas?